À la croisée des chemins, là où le temps s'écoule aussi bien en un instant fulgurant qu'en une éternité insondable, là où l'univers transcende la mort, se dissimulent les vérités aux mystères de 2000 ans d'histoire de ce monde, à la fois si cruel et si beau. Lors de l'épisode intitulé L'aîné le cadet, Hajime Isayama bascule définitivement son récit dans le surréel et nous délivre au fil de l'eau des messages symboliquement riches, trouvant leurs racines dans la philosophie, la science, l'histoire et les différents mythes de l'homme. Dans cet arc ultime, l'auteur canalise la quintessence de son art. Cycle temporel, boucle causale, traumatisme générationnel, mythologie scandinave, genèse, péché originel et apocalypse. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez tout savoir. じゃあさ、どうしてまた悪魔を生んだ。始祖の巨人ならユミルの民が子供を産めなくすることもできるのかな。何よりそもそも僕らは生まれてこなければ苦しまなくてよかったんだ。落としちまった。病院暮らしで体がなまっちまったかな。俺は頑張るしかねえ。頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。俺は巨人を殺す。一匹残らず。Tout oppose ces deux frères. Ils sont l'antithèse l'un de l'autre. Alors que l'un est vêtu d'un blanc immaculé, l'autre ne porte que du noir. Sig est pourvu du même visage royal que son ancêtre, le roi Fritz. Leurs traits sont semblables, il est son héritier spirituel. Même s'il ne porte pas sa couronne, il se comporte comme un souverain en celui mystique. Eren et lui ont des idéologies opposées. Le brun lutte pour que son peuple puisse donner naissance, tandis que le blond veut retirer ce droit à sa patrie. Celui qui se battait pour son droit à la vie, l'autre qui aurait préféré ne jamais exister. L'un souhaite libérer les citoyens d'Eldia en détruisant les murs, tandis que l'autre cherche à garder ses prisonniers enfermés. Même s'ils représentent une dualité sans limite, ils doivent coexister ensemble, comme le yin et le yang. Sans le sang des Fritz et le titan originel, aucun des deux ne peut atteindre son objectif. Pour le grand terrassement, ils sont chacun essentiels, comme les deux faces d'une même pièce. Sig rentre en contact frontal avec son petit frère, de la même façon que Frida l'avait fait avec sa petite sœur. L'un déterre des souvenirs enfouis, tandis que l'autre cherche à les ensevelir. Sig explore ainsi le passé de Grisha afin de convaincre Eren qu'il est le produit des idéaux de son père, qui n'est qu'un pauvre pantin manipulé, comme lui l'avait été dans sa jeunesse. L'enfant prodige va alors se rendre compte, au fur et à mesure de son voyage, que ce n'est pas Grisha qui a façonné la personnalité ambiguë de son fils. Isayama va ainsi parler dans ce chapitre de l'inné et de l'acquis. L'inné fait référence à ce qui est présent dès la naissance, à ce qui est naturel et intrinsèque à l'individu, tandis que l'acquis signifie que l'individu s'est formé par son environnement, sa famille, ses proches. Eren représente cette idée de l'inné, et Sig celle de l'acquis. Selon Eren, son caractère a toujours été tel qu'il est depuis le moment où il a ouvert les yeux dans ce monde. Pour Sig, ainsi que d'autres personnages, leur personnalité, leurs pensées ont été construites autour de traumatismes, des malheurs de la vie, de leur vécu. Eren, contrairement aux autres personnes qui l'entourent, semble détenir quelque chose qui le rend spécial. Quelque chose de singulier et de difficilement explicable, comme le laissait sous-entendre Grisha à Kiss Shadis lors de l'épisode Spectateur. エレン、母さんの仇を撃て。お前にはできる。行くぞ。待て、どこへ行く。ついてこないでくれ。待て、お前が撃てばいいだろう、カルラの仇を。なんせお前は特別だからな。私と違ってその子も違うんじゃないのか。選ばれし者じゃないかもしれないぞ。なあ、
また人に呪いをかけるのか。この子はあんたとは違う。私の子だ。どうか頼む。関わらないでくれ。Le personnage principal semble posséder en lui une force mystérieuse qui le porte et le pousse à aller de l'avant. Eren, à l'âge de 9 ans seulement, a assassiné sauvagement les kidnappeurs de Mikasa. Bien que cela nous paraisse presque anodin, la première fois qu'il en est fait mention, cela se révèle plus complexe. Il ne s'agit pas du comportement d'un enfant normal. Il ne s'agit pas simplement d'une légitime défense. Eren voulait les tuer, car ces criminels entravaient sa liberté. Si ces personnes tentent de voler sa liberté, il prend les devants et vole la leur. Les agissements d'Eren, ainsi que tout le déroulement de cet épisode dans la forêt, rappellent la philosophie de Hobbes. À l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Il se bat pour obtenir ce qu'il désire. Les hommes, à l'état naturel, ne vivent sous aucune loi, aucune société. Ils recherchent tous la même chose, la survie. Ils doivent prévoir le danger et attaquer avant d'être attaqués. On apprend également dans cet épisode que le titan assaillant a le pouvoir de permettre à son détenteur de voir les souvenirs de son successeur. Le titan assaillant permet ainsi à Eren d'envoyer des souvenirs à son père, tandis que le titan fondateur lui a permis de recevoir les souvenirs de son père. Lors de la cérémonie de remise des médailles, au moment où Eren a embrassé la main d'Historia, Eren a vu ses propres souvenirs du futur par l'intermédiaire de Grisha. Ce dernier perçoit des fragments ou des bribes de ce destin effrayant. Il voit dans la mémoire du titan assaillant depuis le point de vue d'Eren, mais n'a pas réellement accès à la totalité de ses révélations. Eren n'est pas non plus au courant de la totalité du déroulement de l'avenir. C'est pour cette raison qu'il est surpris de voir que son père a découvert si tôt la cachette de la famille Rice, car il ne s'y attendait pas. Eren ne contrôle pas tout et n'a pas tout planifié dans les moindres détails, car cela est impossible. Il n'est pas omniscient. Shingeki no Kyojin se base sur une conception circulaire du temps. Les notions de passé, de présent et de futur n'existent pas à proprement parler. Pour être plus précis, le passé, le présent et le futur coexistent et se déroulent simultanément. C'est ce qu'on appelle l'éternalisme. Tout comme le Dr Manhattan dans Watchmen, Eren fait l'expérience du temps dans sa véritable forme. Ce parallèle avec Watchmen est intéressant car il vient nous interroger sur l'état mental et le libre arbitre d'Eren. Selon le Dr Manhattan, le temps est figé, et les hommes ne sont que des marionnettes manipulées par le fil du destin auquel ils sont soumis. Si l'avenir ne peut être changé, cela signifierait qu'Eren n'est peut-être pas réellement libre de ses choix, et qu'il se laisse naviguer dans un courant déterministe. Une fatalité à laquelle il ne peut s'échapper quoi qu'il fasse. C'est une approche spinozienne de la liberté. Si Eren est réellement prédestiné à faire certains actes, alors il est asservi. Eren est un mélange de forces internes qui le poussent à être libre, mais il reste à la fois soumis à des forces externes qui le contraignent à rester esclave. Cependant, même si Eren ne contrôle pas ce monde, il reste évident qu'il peut manipuler plusieurs événements du passé. Et nous pouvons le voir, car son plan se dessine et se réalise, celui du grand terrassement. Les physiciens appellent ce concept une boucle causale ou une rétrocausalité, c'est-à-dire que la cause d'un événement du passé ou du présent est due à une influence du futur. Il s'agit d'un paradoxe, de la même façon dont nous nous interrogeons sur ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule. Dans ce scénario, on ne sait dire lequel de ces événements est le premier à l'origine. Eren a ainsi incité son père à assassiner toute la famille Rice, hormis Rod Rice, car c'est ainsi que les événements se sont déroulés et doivent se dérouler. Il s'est ainsi servi de son père pour obtenir le titan assaillant et se le remettre par la même occasion. Il y a ici l'idée qu'Eren s'est créé lui-même. Il y a une inversion de rôle dans la parenté dans le sens où ce n'est pas Grisha qui a fait Eren, mais plutôt le fils qui a provoqué les actions du père. Eren a surpassé son père. Il y a un retournement du rapport d'autorité. Les relations des parents avec leurs enfants est l'un des thèmes principaux de l'œuvre. On nous a souvent montré que les générations passées transmettent leur traumatisme aux générations suivantes. C'est ce que l'on voit avec l'influence de la famille Brown sur le développement de Reiner et de Gabi, mais également du côté des Jaeger avec Grisha et Sig. Ils implantent leurs idéologies à leurs enfants, ce qui les impacte profondément. Ce développement malsain sur les nouvelles générations crée une fatalité bien obscure, alimentant le cycle de la haine. Les mêmes erreurs vont se répéter encore, et ainsi le cycle de la haine ne pourra jamais prendre fin. Cette idée est aussi montrée métaphoriquement via la transmission du titan de génération en génération chez la famille Fritz et aussi chez la famille Tybur, cet acte de transmettre un fardeau à sa progéniture. Dans une interview, Isayama parle du fait que l'idée de tuer le père existe au sein de l'histoire, et que tout tourne peut-être autour de cette thématique, comme si une malédiction de Deep existait dans le récit. Ce destin tragique de devoir irrémédiablement tuer son père. L'auteur explique que l'existence entière de certains personnages a été construite par ceux qui les ont engendrés, comme des marionnettes qui tirent les fils en coulisses.
Ma propre existence, depuis le moment de ma naissance jusqu'au jour de ma mort, a été déterminée par mon père. C'est le péché du père. Et pour le surpasser, il faut le tuer. Rod Reiss a tenté de faire en sorte qu'Historia, qui est la dernière descendante de la famille Reiss, soit l'héritière du titan originel. Rod souhaitait faire porter un tel poids à sa fille afin de satisfaire ses propres vœux. Eren se reconnaît dans la situation de la reine, puisque Grisha a volé ce titan sacré et dans un élan de colère, l'a donné à son fils afin qu'il puisse venger Carla. On rencontre ici l'égoïsme de deux pères, qui ont forcé leurs enfants à assumer un rôle qu'ils n'ont jamais demandé, et qui ne les fera que souffrir davantage. Deux pères qui finiront par être tués par leurs enfants. Enfin, nous comprenons que ce que vivent Eren et Sig ne sont pas de simples souvenirs. Ce sont des moments qui ont lieu au même instant de leur propre réalité. S'il s'agissait de simples souvenirs, alors Eren et Sig ne seraient pas capables d'interagir dans cette étrange distorsion du temps. C'est pour cela qu'Eren est capable d'influencer Grisha en communiquant avec lui, mais également de le toucher. De la même façon, Grisha est capable de voir Sig et de le tenir dans ses bras, car ils sont dans le même espace-temps en ce moment même. Cette scène est à la fois touchante et symbolique. Sig ne pensait plus jamais voir son père, il en est de même pour Grisha. Ils sont enfin capables d'être ensemble. Ici, Grisha ne serre pas de l'air dans ses bras, il tient son fils. Le studio a fait en sorte que l'on remarque bien Grisha faire bouger Sig en le prenant dans ses bras. On entend le son du contact. Sig ressent la chaleur de son père. Il sent ce souffle saccadé et l'amour que celui-ci ressent pour son aîné. Tous les deux sont réunis dans ce tableau improbable où s'entremêlent les couleurs insensées du passé et du présent. Pour la première fois, ces deux êtres partageant le même sang sont sur la même longueur d'onde. Cependant, il ne faut pas voir cela comme du voyage temporel, mais plus comme une façon qu'Isayama a de briser les règles de son récit pour nous offrir une scène forte en émotion. On peut néanmoins se demander pourquoi Grisha a transmis son titan à Eren s'il a demandé à Sig de l'arrêter juste avant. Pour comprendre les actions de Grisha, il faut en saisir le contexte. C'est un médecin qui, par essence, souhaite sauver des vies. Dans cette chapelle, il a tué une famille et des enfants, allant ainsi à l'encontre de sa morale. C'est également un père qui, après tant d'années, vient de voir et de serrer son fils dans ses bras. Il pensait l'avoir perdu, mais n'a jamais cessé de l'aimer et voulait tant s'excuser. Il a aussi appris soudainement que son deuxième fils, celui qu'il a tant couvé, le manipule pour détruire le reste du monde. Il s'agit d'un homme qui sait qu'il mourra très prochainement puisqu'il arrive au terme des 13 ans de la malédiction d'Ymir. Il apprend alors de la bouche de son jeune fils, Eren, que sa femme Carla est décédée. Sa deuxième famille est brisée une nouvelle fois par Mar. Alors qu'il pensait que la vie lui avait accordé une deuxième chance, cette dernière le lui a de sitôt retiré. Cela a ravivé sa haine. Sachant que le grand terrassement va avoir lieu, grâce au souvenir de l'avenir, il décide de suivre le plan d'Eren afin de venger sa bien-aimée. Ses pensées étaient obstruées par la haine, et dans un élan de désespoir, il a remis ce cadeau empoisonné à son fils, pour qu'il puisse accomplir son destin. 俺がこの世を終わらせてやる。俺に力を貸せ。お前は奴隷じゃない。神でもない。ただの人だ。誰も従わなくていい。お前が決めていい。決めるのはお前だ。お前が選べ。待っていたんだろう。ずっと。2000年前から誰かを。De toi, il y a 2000 ans. Pour toi, il y a 2000 ans. Ce sont respectivement les titres de l'épisode 1 et 80. Deux épisodes qui se répondent mutuellement et qui semblent connecter mystérieusement le début de l'œuvre avec sa fin. Ils sont l'un et l'autre le reflet d'un miroir. Ici, on plonge dans le récit des origines de cette histoire, dans la Genèse, où nous découvrons le monde d'Ymir, un monde dur et impitoyable derrière lequel s'en cache un autre où nulle lumière ne parvient. Ymir n'est pas Eldian à l'origine. Ce n'est pas le dieu ou le démon que l'on nous présente dans les livres d'histoire. Il ne s'agit pas non plus d'une sorcière. Comme le disait Eren Kruger, il n'y a pas de vérité dans cet univers. Tout est une question de perspective. Ymir n'était en réalité qu'une petite fille asservie, dont le village a été mis à feu et à sang par la tribu d'Eldia. Le roi décide de lui rendre sa liberté, à l'image des cochons, dont elle accusait à tort d'avoir ouvert l'enclos. Ce qui fait écho aux propos du sergent-major Gross qui prononçait les mêmes mots au défunt Glace. Une conception pessimiste de la liberté se traduisant par la peur, par la fuite, car derrière cet enclos, derrière ces murs, se trouve une réalité encore plus implacable, où la liberté ne se trouve peut-être que dans la mort. Ymir n'a d'autre choix que de courir dans cette forêt immense. La philosophie de Arthur Brauss résonne à nouveau dans cet épisode. Le seul moyen de mettre fin au cycle de la haine est de faire sortir les enfants de cette forêt.
Cette barbarie est aussi rappelée par les chiens féroces qui la poursuivent. Une analogie avec le meurtre de Faye, mais aussi la mort des kidnappeurs de Mikasa dans Lost Girl. Tout comme le titre de ce spin-off, Ymir se trouve elle aussi perdue dans ce monde cruel. Une sauvagerie qui frappe sans scrupule les plus faibles. Personne n'est épargné. Même pas une enfant vêtue de blanc. Symbole d'innocence et de pureté. Ymir part se réfugier auprès de Mère Nature, à l'intérieur de l'utérus de l'arbre de vie, baignant dans son liquide amniotique. En son sein, elle rentre en contact avec l'origine de toute vie organique, duquel va naître paradoxalement la faucheuse. La souffrance et la détresse d'une petite fille ne pouvaient laisser place qu'à la création de la mort personnifiée. C'est la renaissance de la pureté incarnée sous la forme d'un Maccabée. Elle a ainsi pu participer au développement et à la prospérité d'Eldia. Elle a ouvert des routes, labouré des terres et dressé des ponts sur des gorges. Mais elle a aussi dû utiliser ses pouvoirs lors des différentes batailles qu'Eldia a pu mener contre Mar. C'est comme si l'affrontement des Romains contre les Vikings se mettait en scène devant nos yeux. Excepté qu'ici, il s'agit d'une inversion, puisque dans notre histoire, ce sont les Romains qui étaient les conquérants et avaient pris un avantage sur les Germains. Le monde de Shingeki no Kyojin est bel et bien une image miroir de la nôtre. Cependant, dans ce monde alternatif au nôtre, Ymir semble ne pas pouvoir trouver la paix. Elle nous est dévoilée sur un banquet, dépecée. Ses filles, Maria, Rose, Sina, sont forcées par leur père à consommer leur propre mère dans un acte cannibale. C'est sûrement l'une des scènes les plus marquantes et ignobles de l'animation japonaise. Un moment d'abomination sans nom, où la souffrance d'Ymir atteint son paroxysme. Dans son tourment, Ymir n'a eu d'autre choix que de s'échapper dans les chemins, comme exutoire à son chagrin. Ce plan d'existence mystique, qui prend la forme d'un arbre de vie, là où l'âme et l'immortalité demeurent. Elle apparaît sous sa forme de petite fille, car intérieurement, sa psychologie n'a pas évolué. Elle a été réduite en esclavage, et n'est pas encore assez mature, adulte, pour faire face aux péripéties de la vie. Shingeki no Kyojin est une œuvre qui invoque de nombreuses symboliques, notamment des signes de la mythologie nordique et du christianisme, puisque les deux coexistent dans l'œuvre. Cela fait sens, car il faut savoir que le passage à l'écrit des mythes scandinaves a été fait sous l'influence des chrétiens. Mais des références issues de la science ou de la biologie peuvent aussi être détectées. Ce parasite avec lequel Ymir est entré en contact était préservé au sein de l'arbre par le liquide et l'obscurité qui dominaient à l'intérieur. Il semble inspiré de la Lucigénia. Son nom lui est dû aux qualités étranges et fantaisistes, semblant sorties d'un rêve, d'une hallucination. Il est aussi connu sous le nom de ver sans tête, car les scientifiques ne se sont rendus compte que très tardivement que cette entité possédait une tête. C'est un organisme apparu durant l'explosion cambrienne, une période connue pour l'apparition de plusieurs formes de vie complexes sur Terre. À partir de ce moment-là, la vie telle que nous la connaissons a réellement commencé à se manifester et l'évolution avec. Ymir est donc en quelque sorte entré en contact avec le stade primaire de l'évolution, tandis qu'elle en est la forme finale. Le design de l'arbre dans lequel Ymir s'est sauvé ressemble fortement à celui du général Sherman, un séquoia géant situé dans le Giant Forest du parc national de Séquoia en Californie. C'est l'arbre le plus imposant du monde, de par les 1500 mètres cubes de son tronc. Il s'agit d'êtres vivants avec la biomasse la plus élevée de la Terre, et son âge est estimé à environ 2200 ans. Hormis ça, cet arbre immense fait écho à la forêt des arbres géants, introduite dans la saison 1, mais aussi à tous les autres arbres importants qu'on a pu voir au cours de l'histoire. Depuis le début, les titans sont fortement liés à la matière organique. Ils respirent comme des plantes à l'aide de la photosynthèse, puisqu'ils ont besoin de la lumière du soleil pour fonctionner, comme nous l'indiquait Angie au début de la série. Même ceux de Sig, bien qu'ils puissent se déplacer de nuit, ont toujours besoin de la lumière de la lune, qui est une réflexion d'une infime partie de la lumière du soleil. D'autant plus que dans l'ending de la saison 2, on a cette image de titans qui se forment à partir du sol comme des plantes. Et en fin de compte, c'est bien comme ça que les titans sont créés, à partir du sol, puisqu'Ymir façonne les titans à l'aide du sable et de la terre présents dans le chemin. Ce qui peut d'ailleurs faire penser à des golems. Dans la traduction juive, ce sont des êtres humanoïdes gigantesques, faits à partir d'argile, incapables de parole et dépourvus de libre arbitre. Ils sont façonnés afin de servir et de défendre un maître. Tout cela est très intéressant quand on sait qu'étymologiquement, Eldia vient probablement du mot allemand Erdia, qui signifie terre. Le peuple d'Eldia est donc littéralement le peuple de la terre. Ce lien avec la terre semble important pour Isayama, étant donné que le démon qui a fait un pacte avec Ymir est surnommé le démon de la terre. On peut aussi constater que lorsque des fleurs apparaissent, c'est potentiellement dû à l'intervention de Ymir Fritz ou à la transformation d'un titan. On peut d'ailleurs voir une fleur ensanglantée dans cet épisode. Il s'agit de la même fleur que Sig avait vue avant de renaître. Il peut s'agir d'une pâquerette, une fleur symbolisant à la fois la beauté du monde et sa cruauté. Elle pousse fréquemment sur les champs de bataille et est considérée pour sa capacité à traiter les ecchymoses et les blessures profondes. Dans la mythologie scandinave, l'arbre dans lequel pénètre Ymir Fritz représente l'Yggdrasil. Un arbre sacré au centre de l'univers dont les branches relient 9 mondes, divisés en 3 niveaux. De ce lieu, de ses racines, émanent les eaux qui remplissent le puits de la connaissance, tout comme les eaux dans lesquelles Ymir a chuté. Ymir, ce nom est emprunté au premier être et père des géants qui est né à partir des gouttes de l'éthir, une substance liquide à l'origine de tous les êtres vivants. Le dieu Odin tua Ymir, et à partir de sa tête,
de ses cheveux, de sa chair, de ses os et de son sang, créa la terre, les montagnes, la mer ou encore le ciel. On dit aussi que les asticots qui sortirent de sa chair engendrèrent la race des nains, qui dans la mythologie nordique font référence à des elfes. L'éthyre est également une substance liquide empoisonnée, produite par le serpent Jormungandr. Dans la Bible, et plus précisément dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 9, il est dit qu'il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Une combinaison de signes forts nous montrant que le serpent se trouve être à la fois le diable, l'éthyre, et surtout le parasite qui se trouve maintenant au sein d'Eren. Ce raisonnement conduit à la conclusion qu'Eren est actuellement l'incarnation du diable. De nombreuses associations sont possibles entre Eren et Lucifer. On peut d'ailleurs voir dans l'opening 4, intitulé Fallen Angel, signifiant ange déchu, que ce mot est prononcé au même moment où Eren apparaît à l'écran. Cette idée est renforcée quand on sait qu'Isayama s'est inspiré du Paradis perdu de John Milton. Un poème épique traitant de la déchéance de Satan, chassé du ciel, précipité en enfer, et de son plan pour nuire à Dieu et à l'homme, notamment Adam et Ève. Eren est représenté comme la figure de l'Antéchrist, et c'est bien ce que laisse sous-entendre l'ending de la saison 7 intitulée Akuma no Ko. Cet ending dédié à Eren signifie l'enfant du démon. Cela fait sens quand on sait que le titan assaillant d'Eren possède des oreilles pointues, des oreilles d'elfe, tout comme le démon de la terre ayant fait le pacte maudit avec une jeune fille en lui transmettant un fruit. En prenant cet angle, il est intéressant de se pencher sur le livre que possédait Historia quand elle était enfant. Le contenu de cet ouvrage dépeint sur l'une des illustrations une version alternative de ce fameux pacte. On peut y voir un démon plus timide, avec une capuche tenant une lanterne. La tenue est similaire à celle d'Eren. En interprétant ça, le pacte pourrait être celui de destruction du reste du monde qu'Eren a fait avec Ymir. Une autre possibilité pourrait être un pacte entre Eren et Historia, puisque dans le livre de cette dernière, la fille de l'iconographie se présente sous le nom de Krista, ce qui est l'ancien nom qu'avait adopté Historia suite à la lecture de ce même livre. Dans ce cas, le fruit pourrait être une pomme, et pour exprimer de façon figurée la connaissance, celle du futur qu'Eren a acquise lorsqu'il a baisé la main d'Historia. Cela est aussi évoqué par la lanterne que tient le démon, et qui représente l'illumination que cela a provoqué en lui à ce moment. Et il est vrai que le savoir et la connaissance peuvent être bien dangereux lorsqu'on en sait trop. Cette figure démoniaque peut aussi être vue comme étant le roi Fritz, avec son casque et ses cornes, ayant remis un cadeau empoisonné à Ymir. On peut y faire un parallèle avec Adam et Ève. Dans la Bible, Dieu leur a interdit de manger le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, planté au milieu du jardin d'Éden. Cependant, le serpent tente Ève, qui le mange, puis en fait manger à Adam. Cet acte apporta le péché dans le monde, et la mort avec. Dans cet épisode, Isayama nous fait part de sa vision du péché originel. Ici, le fruit pourrait être aussi bien la semence du roi que le scolopendre. Le péché originel est symbolique, et n'est autre que le fait d'avoir engrossé une jeune femme malgré elle, de l'avoir blessée, et de s'en être servi à des fins sombres. Dans la Bible, les géants sont appelés Néphilim, et seraient la conséquence d'une relation charnelle entre les anges déchus, c'est-à-dire les légions du diable, et des femmes mortelles. Ce comportement, sévèrement réprouvé par Dieu, serait à l'origine du déluge, un cataclysme consistant en une inondation causée par des pluies diluviennes et continues. Comme abordé plus haut, Ymir et Historia possèdent un prénom commun qui est Krista. Cette similarité ne s'arrête pas là puisqu'il y a fréquemment des parallèles visuels entre les deux personnages. Historia est à la fois si proche et si éloignée de Ymir Fritz. On pourrait même dire qu'elles sont des antithèses. La reine est une femme forte qui s'est battue contre son père et contre son destin. La relation du démon avec la jeune fille peut aussi être rapprochée à la relation amoureuse d'Historia avec Ymir, ainsi que celle du roi avec Ymir Fritz. Tandis qu'Ymir a permis à Historia d'être plus forte et de vivre une vie dont elle est fière, le roi Fritz rendait sa femme malheureuse, jusqu'à en mourir car elle n'avait plus la volonté de vivre. Un dernier lien peut être fait avec la relation qu'entretient Eren et Mikasa, puisqu'on constate des parallèles visuels entre l'ending 4, Requiem der Morgenröte focalisé sur Historia, et l'ending 1, Utsukushiki Zankoku Nasekai centré sur Mikasa. Tout comme Ymir l'a fait avec Historia, Eren a su implanter en Mikasa la volonté de vivre, et l'a rendue plus forte. Les liens d'Historia avec Ymir et d'Eren avec Mikasa sont le contraire de ce qu'incarne la relation qu'Ymir Fritz possède avec le roi. Il est possible de rapprocher le parcours d'Ymir Fritz avec les Ymir que nous avons connus au début de l'anime. Ymir était à l'origine une enfant pauvre et orpheline. Recueillie par un homme d'église, elle a dû jouer le rôle d'une descendante de la famille royale. Un culte d'adorateurs s'est alors formé autour d'elle. Elle avait de la nourriture et un lit dans lequel dormir. Mais surtout, ce qui participait à son bonheur, c'était ce sentiment unique de savoir qu'une personne avait besoin d'elle. Cependant, Ymir se mentait à elle-même. Elle chérissait ces moments, mais malheureusement, tout ça n'était que de la poudre aux yeux. Les autres se servaient d'elle, et n'ont pas eu une once d'hésitation à la trahir le moment venu. Un moment terrible pour elle, où elle a réalisé que sa transformation en titan n'était que le prix à payer pour avoir été si naïve.
d'avoir voulu vivre pour les autres. Mais la vie, si terrible soit-elle, est également faite de belles opportunités. En obtenant le titan de Marcel, une deuxième chance s'est offerte à elle. Une renaissance dans laquelle elle pourrait vivre sa vie comme elle le désire. Depuis ce jour, elle s'est jurée de ne plus vivre pour les autres, mais de vivre pour elle-même. Ymir Fritz, de la même façon, était une enfant pauvre, qui du jour au lendemain a reçu des privilèges auxquels elle n'aurait jamais songé. Manger, boire, dormir, vivre, tous ces moments simples de la vie lui suffisaient. Elle se sentait utile et nécessaire pour le roi ainsi que pour son peuple. Une triste illusion puisqu'elle était considérée non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle apportait. Elle s'est engouffrée dans un mensonge duquel elle n'a jamais osé sortir. La principale différence entre les deux personnages est que d'un côté, Ymir a décidé de vivre pour elle-même, tandis que Ymir Fritz a continué de servir le roi, ne pouvant s'affranchir de sa mentalité d'esclave. Avant de continuer, je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. Dans la dernière partie de cette vidéo, il y aura des spoilers concernant Devilman, alors si vous n'avez pas lu le manga ou vu l'anime, vous pouvez partir. Mais avant ça, n'hésitez pas à laisser un like, commenter et partager si le contenu vous a plu. Déluge, Ragnarok ou Apocalypse. Ces différents cataclysmes se matérialisent dans le climax de ce récit par le grand terrassement, c'est-à-dire une armée de kaijus s'apprêtant à déferler et à tout dévaster sur leur passage. Cette fin du monde n'est pas sans rappeler l'œuvre culte de Go Nagai, Devilman, un chef-d'œuvre ayant influencé des œuvres telles que Parasite, Berserk ou encore Neon Genesis Evangelion. Une adaptation animée réalisée par Masaki Yuasa a vu le jour en 2018. Dans cette histoire, on suit le jeune Akira Fudo, qui a appris par l'intermédiaire de son ami Ryo Asuka qu'une ancienne race de démons prenant possession du corps des humains pour les posséder est revenue sur Terre. Akira, pour lutter contre ces entités, deviendra un Devilman, un être humain ayant les pouvoirs d'un démon, tout en conservant son propre cœur. Devilman est une œuvre subversive et choquante, de par sa proportion à la violence, aussi bien physique que psychologique. Avec des thématiques noires, notamment sur la nature humaine, où l'homme montre son côté le plus sombre, à un tel point qu'il en devient impossible de différencier qui de l'homme, ou des démons, est réellement maléfique. Un traitement révolutionnaire dans les mangas de l'époque, et qui a apporté une nouvelle maturité au médium. Dans une scène du manga Devilman, un démon du nom de Zénon parle à l'humanité entière dans leur esprit. Il s'exprime à l'intérieur de leur tête et leur annonce que la guerre a commencé et qu'ils vont tous les exterminer. La scène finale de l'épisode 80 de Shingeki no Kyojin semble être une référence directe à Devilman. Isayama semble avoir modifié directement les traits de visage d'Eren pour qu'ils correspondent à ceux de Zénon, à ceux d'un démon. L'auteur tisse ainsi encore une fois une nouvelle toile symbolique reliant Eren à la figure du démon et son manga à l'art. Ce démon qui est devenu Eren pourrait bien apporter une conclusion pessimiste à l'histoire. Un dénouement similaire à Devilman, où toute l'humanité est détruite, est fortement envisageable. Le récit se refermerait alors sur lui-même, comme il a commencé, telle une épanadiplose. Les habitants de l'île du paradis étant les seuls survivants d'une humanité décimée au-delà des murs, pourrait bien devenir une réalité. Les véritables démons n'auront donc jamais été les titans, mais bien l'homme. Car au final, un démon ne se cache-t-il pas quelque part en chacun d'entre nous, au fond de notre cœur ?